Bonsoir. C'est la grosse information du jour. Le Premier ministre Patrick Achi a rendu sa démission et celle de son gouvernement. À quoi s'attendre dans les prochains jours? Eh bien, nous en parlons tout à l'heure. Et ce soir, il sera question des parcs nationaux et de biodiversité. Notre invité à cet effet est le colonel-major Tondo Soma Adama. Il est directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez. Bonsoir à tous. Je disais tout à l'heure, donc, colonel-major Tondo Soma, il est général Tondo Soma. Voilà, je précise ça avant qu'il n'arrive sur le plateau. Je ne sais pas, vous pourrez me retrouver quelque part dans un parc, on ne sait jamais, tout seul, en train de crier « Aidez-moi » On est content de vous savoir nombreux et fidèles tous les soirs devant votre poste de télévision pour suivre notre rendez-vous qui est de plus en plus présent dans vos cœurs et ça nous fait énormément plaisir. André, bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir Brice, ça va très bien même. Très bien. Rihanna, bonsoir. Bonsoir Brice. Allez bien. Madame Bleu, bonsoir. Bonsoir Brice. C'est en noir ce soir. Oui, en noir. Le noir est dominant sur le plateau ce soir. Exactement. Il y a du noir dans chacune de nos tenues. Austérité peut-être. Non. Sérieux. Ah, moi, Non. j'étais à fond dedans. Même puis, pas le côté austère. J'adore le côté austère. Ah d'accord. Gothique. Surtout. Ça Émo. fait- ouais, ça fait présidentiel aussi. Exactement. Je On dit disais. c'est la couleur pour bien s'habiller, c'est le noir. C'est le chic, c'est le classe. Chic, Ouais. ouais. Ouais, c'est pas partagé par tout le monde, mais qu'est-ce que vous voulez? Edith Brunoir. Quelqu'un a bien dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Notre petit débat. Oyez également à aux personnes qui nous suivent sur nos pages des réseaux sociaux, parce qu'ils ont dit, on leur a pas dit oyez. Donc oyez à vous. Oui, Patrick oui. Achi, le Premier ministre Patrick Achi donc, a rendu sa démission et celle de son gouvernement. La nouvelle donc, est tombée cette journée, du 13 avril 2022. André, vous étiez surpris? Non, pas du tout. En tous les cas, c'est une information qui était déjà dans les tuyaux. Une information, mais en tout cas, c'est une décision qui était déjà dans les tuyaux. Le président Alassane Ouattara avait dit qu'il avait plusieurs temps dans son action. D'abord, revoir un peu le fonctionnement de sa machine politique, et puis après, se pencher sur le cas du gouvernement, qui avait besoin d'être, j'allais dire, remodelé pour correspondre justement sans doute à cette nouvelle ambition au niveau de sa machine politique, la rendre plus efficace, faire en sorte notamment que le boulet du trop grand nombre de ministres soit quand même sorti justement au niveau de la critique du gouvernement. Donc voilà, je ne suis pas surpris. Je pense que les observateurs savaient plus ou moins qu'il y avait une ambition de repartir avec un gouvernement plus resserré. Madame Bleu, André, pas surpris, mais vous, Moi, j'ai- annoncé, pas annoncé, dans quelques jours, reporter les élections après. C'est vrai Question de qu'on- timing, oui. on s'y attendait, mais peut-être pas maintenant. Pas maintenant, parce que bon, on n'avait pas vraiment de date à proprement parler. C'est vrai qu'on en avait parlé ici sur ce plateau. C'était plutôt des bruits de couloir. Donc on n'avait pas véritablement prévu, en tout cas, de l'entendre cette semaine. Et en cours de journée, la nouvelle tombe. On la reçoit diversement. Et j'avoue, franchement, que j'ai été étonnée parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aujourd'hui. Certainement que certains ministres aussi ont été pris de court. D'autres ont été certainement informés. Vous en voulez pour preuve? Oui. Non, je dis certainement, peut-être. On ne sait Pourquoi jamais. vous dites ça? Non, mais je pense aussi, comme elle, qu'en général, c'est les ministres même sont les premiers à être surpris, parce que Bien sûr. eux-mêmes, on leur réserve l'information à la dernière minute, quoi. Pourquoi, selon vous? Non, soit pour ne pas faire fuiter. Et puis soit après, le ça gouvernement, dépend. tout Pour ça. ceux qu'on pense certainement renouveler, peut-être qu'ils sont Donc, si vous n'avez informés. pas l'information, Exactement. vous commencez à vous poser des questions. Et je crois que dans le discours du président, il a spécifié également que pour ceux qui peut-être ne seraient pas reconduits à leur poste, qui ne déméritaient pas. Bon, voilà, certains ont été pris de court et d'autres
était certainement déjà informé. Alors, je pense qu'avant qu'on aille quand même un peu plus loin dans ces propos, il y avait quelque chose qui me tenait à cœur, j'en parlais à Edith, c'est quand je regardais un peu sur les réseaux sociaux, quand l'annonce est tombée, toutes les réactions qu'il y a eu, les gens pensaient qu'il y avait un souci, les gens se sont posés énormément de questions. Je pense qu'il faut revenir un peu sur comment est-ce que c'est normal, comment est-ce que c'est le processus qui a demandé ce démissionnement quelque part. En fait, je pense que c'est le mot dissolution. C'est ça. Qui a certainement intrigué. On a vu des grands titres avec la eu des démission questions. donc, Oui, mais du Premier ministre et tout ça. C'était votre question, Rayana, parce que lui, il était surpris, elle un peu moins par le timing. Mais vous, est-ce que vous avez été, par exemple, habitué à ce genre d'exercice? Visiblement non. Mais on vous expliquera que ce n'est pas la première fois. Mais au-delà de ce qu'elle dit, c'est qu'elle peut-être elle a été aussi surprise par la réaction c'est de nos plus au niveau, c'est ça, c'est les qui étaient réactions. nombreux à se dire que c'est l'information qui a été un peu détournée en fait par les gens pensaient qu'il y avait une crise de gouvernement. C'est-à-dire que des amis que j'ai à Paris m'ont appelé pour me dire qu'il y avait un problème avec la démission. C'est ça. Mais en vrai... C'est ça. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne un peu sur l'explication de ce processus. Non, pourquoi mais cette non, démission maintenant? au-delà du processus même, on veut dire que ça peut arriver qu'un gouvernement démissionne, on peut tous être surpris. Mais aujourd'hui, sur la foi des informations qu'on a, ce n'est pas une démission qui est une démission liée à un désaccord politique ou à voilà. Donc c'est ça. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, le gouvernement démissionne généralement à la suite de du Premier ministre. Du Premier ministre, parce que quand il n'y a pas de Premier ministre, évidemment le gouvernement lui peut pas rester en l'état. Et on peut avoir un nouveau Premier ministre qui va nommer ou bien on reconduit après le gouvernement même s'il nomme les mêmes personnes. Mais une fois que le Premier ministre démissionne, ça entraîne du coup la dissolution du gouvernement. C'est pour ça que la notion de dissolution arrive, parce que c'est le Premier ministre qui démissionne. Ce n'est pas le gouvernement. Il démissionne, donc ça entraîne du coup la dissolution du gouvernement. Alors, ce qui est peut-être à noter, je ne sais pas si vous avez noté comme moi cet indicateur ou cet indice, c'est que le président de l'Assemblée nationale a convoqué, donc le président de la République a convoqué les sénateurs et les députés pour mardi prochain, donc sur l'état de la nation, dans le cadre d'un congrès. Voilà, donc le président, quand il aurait une adresse à la nation. Quand il convoque les deux chambres, c'est l'un des seuls moments où il peut s'exprimer dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Il peut s'exprimer donc aux élus de la nation, que sont les députés et les sénateurs, c'est quand il convoque un congrès. Et donc tout ça aussi, peut-être montre qu'il doit y avoir de grandes annonces du président, parce qu'il veut parler justement à la représentation nationale. Rappelez-vous, le dernier congrès, c'était en mars aussi, comme ça, où le président avait annoncé qu'il ne se représenterait pas, etc. Donc c'est vrai que c'est un moment politique, d'un point de vue politique, qui est très important. Donc, le gouvernement démissionne, le Premier ministre démissionne, dissolution du gouvernement. On s'attend quand même à des choses, à des grands chamboulements. Alors justement, à propos de grands chamboulements, démission du Premier ministre, ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est que le Premier ministre démissionne, il est reconduit donc pour le principe, pour ce qu'on a eu l'habitude de voir. Absolument. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, qu'il y ait un changement donc, de Premier ministre? Il y a une possibilité, en tout cas, bien sûr. En termes de scénario. Là, tu as présenté le premier scénario. Donc, le Premier ministre, au vu de son bilan très apprécié, est certainement reconduit. Et donc, il faut s'attendre à un gouvernement d'une trentaine de membres, comme le président l'a annoncé. Maintenant, le second scénario, peut-être, et ça, on l'a certainement entendu dans les discussions ou les échanges, Patrick Hachi devient, pourquoi pas, vice-président. C'est un siège qui est avec beaucoup plus de pouvoir pour ce poste de vice-président qui, on le sait, a l'habitude d'être un poste un peu représentatif ou plutôt symbolique. Donc, un poste de vice-président beaucoup plus armé en termes de pouvoir et en termes de Premier ministre. Pourquoi pas, toujours dans le même scénario, certainement, je donne un nom à Abdourahmane Sangaré, pourquoi pas. Alors, d'autres noms sont annoncés. Pas Sangaré, Abdourahmane Cissé. Voilà. D'autres noms sont annoncés, par exemple, M. Sarasoro, par exemple. Oui. Qui a été nommé président du directoire. Non, pas celui qui est président du directoire. Oui. Le directoire, c'est plutôt Kafana. Ok, oui. Voilà, Kafana. Mais en tout cas... Fidel Sarasoro, il a pris de l'importance dans le dispositif autour du président, avec la disparition de Amadou Gon, ensuite de Ahmed Bakayoko. Donc tout ça, il a pris vraiment de la place dans le dispositif du président. Est-ce qu'il est taillé pour être Premier ministre? Auquel cas, notre scénario, notre petite fiction politique, c'est que Hachi Patrick se retrouverait vice-président. Avec un Premier ministre beaucoup plus exécutant.
Mais là où parce que le vrai, quand même, le vrai patron de l'exécutif, finalement, c'est quand même le Premier ministre, hein, c'est-à-dire qui travaille avec les ministères, qui tient, si vous voulez, la machine gouvernementale. Donc, je ne vois pas... Au regard d'ailleurs de tous les chantiers... Pas que je ne vois pas. Je pense que si Patrick Hachi devenait vice-président, ce serait donc la preuve que, en termes de succession, il n'est pas dans la bonne case. Parce que le Premier ministre, je pense que le Premier ministre a une place tellement importante dans le système que l'enlever pour le mettre vice-président, c'est un peu comme un garage. Oui, mais après, maintenant, c'est fictif. Hein, mais oui, non, on reste on reste dans la fiction. Ouais. Peut-être qu'il sera écarté pour la présidentielle, mais c'est possible quand même. Moi, je verrais plutôt ce second scénario. Il avait déjà entamé de grands chantiers, comme tu le disais un peu dans tes propos. Et est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt pour qu'il fasse une sorte de passation? Parce qu'il avait entamé ces chantiers avec beaucoup j'ai envie de dire, de ferveur. En tout cas, en termes de sondage, hein, sur le plateau, en termes de sondage, on verrait bien une reconduction de M. Patrick Hachi, donc au poste de Premier ministre. Mais après, comme on dit, c'est de la fiction. Allez, à propos on parle next step, la prochaine étape, donc, et à propos de dissolution du gouvernement, voici ce que nous dit le porte-parole du gouvernement qui a été dissous. À l'issue de ce Conseil des ministres, le Premier ministre a fait donc une importante déclaration à l'issue de laquelle, après avoir remercié le président de la République pour la confiance qu'il lui a accordée, à lui et bien sûr à l'ensemble des membres du gouvernement, il a présenté sa démission ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Le président de la République, lui répondant, a accepté cette démission. Le chef de l'État a annoncé la désignation d'un nouveau Premier ministre dès la semaine prochaine, mais également une réduction du nombre des membres du gouvernement pour tenir compte de la réduction des dépenses de l'État. Les membres du gouvernement démis ont été appelés à expédier les affaires courantes et ont pour ce faire, premier acte d'expédition des affaires courantes, été invités le mardi 19 avril à Yamoussoukro, où le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, aura à se prononcer devant les deux chambres réunies, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale. On en parlait tout à l'heure de cette adresse à la nation, parce que je crois que j'ai noté cela dans le communiqué, une adresse à la nation. Et tu disais qu'il se pourrait qu'on ait de grandes annonces à l'issue de cette adresse à la nation. Ben, ça tomberait à point, parce que je pense que tout le monde attend quand même énormément de choses. On est quand même au lendemain d'un dialogue politique. Quand on regarde le contexte, il y a eu pas mal de rencontres. Il y a eu pas mal de rencontres dernièrement, notamment avec Mabry, notamment avec Blé Goudé, par exemple. Il y a énormément de questionnements qui ont été soulevés. Donc je pense que, effectivement, quand tu parles d'annonces importantes, c'est vrai qu'il y a quand même une attente en termes de suite, de nouvelles orientations. Et je crois que le président le perçoit bien. Bien sûr. C'est bien pour ça que notre fiction politique me semble quand même assez plausible. C'est proche de la réalité. Ouais, vu qu'on va pas... Sur le casting, on peut évidemment se tromper, mais je pense qu'il y a une annonce, 2 ou 3 annonces importantes. Je ne pense pas que le président convoque un congrès pour parler de l'état de la nation. Voilà, je pense que c'est assez... Parce qu'on n'a pas cette culture. Oui, mais pour moi, on a la culture des annonces. Voilà, c'est ça, on va annoncer quelque chose d'important, soit sous forme de nomination, ou sous forme de changement dans nos pratiques. Mais sur la fiction politique, là, on a quand même un précédent sur la vice-présidence. Je voulais quand même faire une petite parenthèse là-dessus. Kablan Duncan, qui était vice-président, on sait ce qui s'est passé parce que le vice-président est celui qui, de façon un peu putative, doit succéder au président. Oui. Or, ça n'a pas été le cas pour lui et donc ça a entraîné ce qu'on sait. Sa démission. Donc, attention, c'est-à-dire que voilà, un vice-président peut être quelqu'un qui finalement va être quelqu'un qui n'a pas l'ambition qu'on va mettre là, histoire de combler un peu le vide constitutionnel qu'on a parce que normalement on est censé avoir... Enfin, je me dis, une possibilité comme ça, quoi. Mais en tout cas, il va y avoir une annonce
qui va surprendre. Parce que là, maintenant, ce serait peut-être un peu dommage qu'il soit déjà vice-président. Je me dis que c'est encore un peu trop tôt, au vu Là, on en tout parle cas, d'Achille Patrick. d'Achille Patrick, tout à fait. Je me dis que c'est encore un peu trop tôt, au vu... Eben qui nous tout ce suit qui est sur nos entamé. pages des réseaux sociaux, Eben nous dit il peut être vice-président et suivre les chantiers, par exemple. C'est Oui, possible. c'est ce que je disais. Je parlais de renforcer ce rôle, ce poste de vice-président avec beaucoup plus de pouvoir. Et Non, mais après, il faut que c'est la Constitution. Moi, Oui, je ne mais peux pas réagir derrière- là-dessus. bien Après, sûr, c'est oui, la Constitution la qui... Constitution, c'est quelqu'un qui le dit. Oui, mais derrière qui le cela dicte, n'empêche pas mais- qu'on a un Premier ministre. Donc, de toutes les façons, ils ne pourront jamais s'empiéter les uns les autres. Donc, il faut que, de toute façon, les responsabilités et les rôles sont clairement définis. Ouais. Donc, à chacun, Il y a un rôle ses qui est beaucoup plus assignations. institutionnel, Non, et le- l'autre beaucoup plus dans l'action. le Il est vice-président- transversal. Après, il y a des ordonnances qui sont prises dans ce genre de situation. Donc, on a vécu des situations exceptionnelles dans ce genre de cas. On a eu des ordonnances qui ont été prises. Après, on a toujours de scénarios Mais il faudrait politiques, c'est possible. vraiment Tout est vouloir... envisageable. Non, sur le pouvoir faudrait renforcé. vraiment vouloir stratégiquement positionner quelqu'un à ce poste pour avoir à lui donner des ordonnances, avoir à lui donner plus de responsabilités exécutives, Alors, etc. un point qu'on C'est- a évoqué également dans les raisons éventuelles, raisons même avérées de la dissolution du gouvernement et donc pour un nouveau gouvernement beaucoup plus resserré. On parlait du nombre. Oui, bien sûr que ça fait Ça a partie. été annoncé par le président. Bon, non seulement beaucoup plus resserré, mais le président a annoncé la question de l'efficacité. Peut-être sans doute Et que... de l'aspect budgétivore. Voilà, de budgétivore, son donc c'est pour ça que je gouvernement. parle d'efficacité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand on a, je dis n'importe quoi, quand on a un ministère de l'environnement et puis on a un ministère de la salubrité et de l'assainissement, enfin, je veux dire, c'est des C'est choses- doublant, tout c'est des simplement. choses qui vont Oui. ensemble. Je veux dire que On peut regrouper en tout on cas. peut regrouper, il y a pas mal de choses qu'on peut regrouper. On a, Donc, on a longtemps parlé de la avoir un cherté de la vie. ministère des Affaires sociales et un ministère de la solidarité, excusez-moi, en fait, les affaires sociales, le principe, c'est de la solidarité. Donc pourquoi avoir un autre ministère qui s'occuperait de la solidarité et celui qui s'occupe de la Je vois des gens devant leur poste. Non, mais après, ça n'a rien de guidé. Enfin, je veux dire, on peut Non, quand c'est même, juste la de réflexion, façon mais sans c'est regarder pas les normal, titulaires, on on peut peut pas quand même se poser des l'efficacité, questions. On se dirait, qu'est-ce qu'il nous veut ce monsieur? Non, peut-être que même les titulaires vont être reconduits, c'est pas ça la question, mais la question c'est de dire comment ils peuvent reprendre plus de... Maintenant, l'autre point d'interrogation, est-ce qu'on aura l'entrée de membres de partis d'opposition dans ce gouvernement? Je pense... Vous lisez mes fiches? que lisez mes fiches? je pense que non. C'est vrai qu'on a vu Mabry Touakeuse rencontrer le 22 mars le président de la Ah. République. Avant ça, il y a eu Afin Il Guessant. y a eu Afine Gassan également, mais je pense qu'au vu de la dynamique actuelle et du fait de vouloir renforcer en tout cas le RHDP, je ne pense pas qu'on aura Et je ne pense l'entrée pas que ce de- soit, partis je ne d'opposition. pense pas que ce soit un critère prioritaire de Les cadres nomination. je pense que les Dans cadres le du parti au cas dans pouvoir lequel on seront se plutôt trouve. mis en avant Là, ce pour le gouvernement, coup, comme d'habitude. on va déclencher notre séquence, je ne suis pas d'accord. Ça a commencé un peu Vas-y, hier, vous savez. appuie le buzz. Non, mais là, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. C'est que c'est vous-même, Edith, qui avez souligné l'alliance qui se renforce entre le PDCI et Et le PPACI. le PPACI. Je pense que ce n'est pas une des choses à écarter. Parce que le RHDP a quand même besoin, à un certain moment, de se renforcer sur d'autres lignes, avec que ce soit le FPI D'Afine d'AFI, on Guessant. continue toujours de dire ça comme ça, l'UDPCI aussi. Alors, il faut quand même, à un certain moment, il ne donne pas le sentiment qu'il D'être est tout trop seul. isolé Ouais. sur l'échiquier politique. C'est ça. Même si on n'est pas convaincu de l'apport en termes de voix, tout ça, mais c'est toujours bon de se dire qu'il y a une forme de coalition qui gère le pays. Mais est-ce qui que la présence de KKB, donc Kouadio Konan-Bertin, qui, je ne sais pas, hein, peut-être, on il ne ne parle sait pas au nom du PDCI. Non, même il ne si parle ça pas. réclame Non, plus je du parle PDCI. de partis d'opposition ou d'indépendants. Est-ce que ça ne servirait pas de cas d'école? Parce que, bon, au final, on n'a pas vraiment vu d'impact de sa présence dans le gouvernement, en tout cas à son ministère. Bon, nous, après, oui, si, parce que là, on sort... Ça, c'est quand mon même- avis. Ça, c'est mon Oui, avis. mais bon, je voulais quand même le Franchement. Mais contredire. oui, moi aussi. On sort- on Je le sort d'un contredis. dialogue politique. Voilà, il y a quand même une... Je n'ai pas senti d'impact. On sort d'un dialogue politique, c'est votre point de vue. on sort d'un certain nombre de choses qu'on a pu gagner. Mais je pense que là aussi, la chose que peut-être on oublie souvent de dire, c'est qu'un gouvernement, notamment celui qu'on a, il y a le RHDP, mais pas que le RHDP. Il y a certaines personnes qui sont de la société civile, qui ne sont pas... Ou des encadrées. technocrates, oui. C'est le cas, par exemple, du ministre qu'on a reçu hier. Ouais. Il n'est pas militant, c'est un de nos cadres dans le pays qui occupe cette fonction. Il y en a bien d'autres. Et donc, ce qui veut dire aussi que peut-être qu'il y a une réflexion
même du gouvernement de sortir peut-être du carcan RHDP Et dans ce cas, en mobilisant aussi des cadres, j'allais dire, de Et la donc, on société pourrait civile. penser à Tidiane. Des Thiam, choses comme ça, pourquoi oui, je sais pas. Alors, je vais poser, comme d'habitude, pour terminer, donc la petite question de fourmi vicieuse. Et si l'annonce du président, par exemple, c'était une suppression éventuelle du poste de vice-président? Parce qu'on a parlé de quelqu'un mettre à ce poste, mais est-ce qu'il a la possibilité, par exemple, le président, d'annoncer la suppression de ce fameux poste? pense que ça Non, demanderait c'est la un Constitution. changement de Constitution, c'est ça. C'est inscrit dans la Constitution. C'est la modification de la Constitution qu'il peut annoncer. Il peut appeler donc les députés à se lancer dans un processus de modification de la Constitution. Là, en ce moment-là, l'annonce en question aurait toute sa valeur, puisqu'on va ouvrir un moment où le Congrès doit décider de modifier la Constitution. Très bien. S'il ne veut pas faire appel au peuple, parce qu'on peut appeler le peuple pour faire Par un référendum, oui. Ça va, si un poste de vice-président aujourd'hui, vu qu'on est en train de parler des choses, des postes budgétivores, est-ce qu'aujourd'hui... Non, mais le poste de vice-président... on est resté sans vice-président pendant... Oui, mais c'est pas ça qui va alourdir les caisses de l'État. Ok, si tu me parles du Sénat, je comprendrais, mais le poste de vice-président ou de gouverneur, les gouverneurs, ministres, je sais pas... On pourrait peut-être réduire ça. En tout cas, c'est le dernier mot concernant notre petit débat. Les prochains jours nous en diront un peu plus. Eh bien, on va tout de suite partir sur notre levier entendu qu'on va découvrir maintenant. Vous le savez, notre Lu entendu est un communiqué, donc je dis vous le savez, donc c'est un espace. Je dis vous le saviez, il y a les élections à la FIF, et donc ce fameux communiqué de la haute autorité, donc de la communication audiovisuelle, la AK, communiqué que vous voyez à l'antenne, donc dont je vous donne l'essentiel. Eh bien, il s'agit essentiellement donc d'une invitation du régulateur de l'audiovisuel ivoirien aux médias pour une couverture impartiale et équilibrée de tous les candidats à la présidence de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Donc vous avez le communiqué. C'est vrai, il y a une élection et en général, il y a des mécanismes pour organiser, pour réguler un tout petit peu les prises de parole ou le traitement des comme candidats. dans une élection présidentielle. Normal. Pour éviter que certains soient lésés. Mais là, ça montre juste que le football est vraiment un sujet d'importance nationale, d'intérêt national. Sinon, en principe, c'est un vrai sujet, comme dirait. Je ne sais pas s'il y a déjà un cas d'école où le régulateur... À la Fédération ivoirienne de golf. Voilà. De tennis. Où le régulateur écrit justement aux médias pour leur dire il faudra... Bon, d'abord, moi, je pense que la AK n'aurait pas dû le faire, pour la simple raison que, excusez-moi, l'élection n'est pas une élection qui s'adresse à l'ensemble de la population. Donc, franchement... qu'un candidat ne soit pas passé... Ça ne change rien à la vie des Ivoiriens. Le collège électoral n'est pas ouvert à tout le monde. Au vote du public. Donc, moi, je pense que c'était pas nécessaire. Mais après, bon, une fois qu'on se dit que le football est tellement important qu'il faut qu'on en parle, ça veut dire qu'il faut adresser un message aux différents candidats. C'est bien bon que la AK nous écrive ça. Ça. Il faudrait qu'ils acceptent de venir sur nos plateaux, tout simplement, lorsqu'on envoie l'invitation. Voilà. Parce qu'on veut bien que les choses soient équilibrées, mais il faut que les gens acceptent de parler. Nous, on est d'accord pour ouvrir une cage. Et dans ce cas, lorsqu'on a un refus ou bien un abandon à la dernière minute d'un invité, d'un candidat qui était censé être sur le plateau, qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie le courrier qu'on a transmis. Sans doute, c'est ce que nous allons faire. Ou bien on leur spécifie que, bon, pour des raisons bien définies, l'invité n'a pas pu venir. Alors d'ailleurs, moi, je peux vous l'annoncer comme ça, que la semaine prochaine, d'ailleurs, une série d'émissions. On annonce, nous, voilà, toute la semaine prochaine, eh bien, nous entendons donc recevoir tous les invités, donc tous les candidats, pardon, donc à cette élection. Donc des courriers ont été, vont, sinon déjà. En tout cas, pour les trois principaux candidats après, d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y aura d'abord la liste définitive qui va être donnée. Qui sera rendue publique. Oui. Rendue publique ce vendredi. Et donc, sur cette base-là, nous allons recevoir, puisque la AK nous le demande, nous allons recevoir tous les candidats qui seront retenus. Exactement. Donc, ils viendront sur notre plateau. Le programme. Et on lance le message, ce que Brice a fait tout à l'heure. Il faut venir vous exprimer face aux Ivoiriens pour qu'on comprenne, parce qu'on entend trop de choses
en termes d'animosité entre vous, il faut venir vous exprimer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a donc ce courrier de la ACA qui s'adresse aux médias audiovisuels, etc. Mais je pense que la ACA devrait aussi s'adresser à ces candidats-là. Parce que finalement, c'est à eux que revient le mot d'accepter ou de refuser leur présence sur un plateau. Donc si aujourd'hui, on a un candidat qui accepte de venir sur le plateau et que le deuxième refuse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule tous les passages de ces candidats? Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a deux niveaux. Tout à l'heure, on parle effectivement de la présence des invités, mais on parle également du traitement de l'information. Si pendant 2 semaines ou pendant une semaine, nous sommes sur ce plateau en train de parler d'un seul candidat, effectivement, ce n'est pas forcément lié à la présence des candidats, mais c'est comment on traite l'information. Donc il y a un traitement équilibré de l'information par rapport à l'ensemble des candidats. Et c'est ce rappel-là que la ACA souhaitait... Comme tu le dis, c'est un rappel, c'est tout. On n'a pas d'informations vraiment... Ouais. Alors donc je rappelle, tous les candidats sont attendus. Déjà la semaine prochaine, donc nous entendons réaliser donc une série d'émissions avec les candidats à partir de la liste donc qui sera publiée. Et bien les portes et les fenêtres de cette chaîne de télé seront ouvertes à l'ensemble des candidats. Voilà. On marque une pause et notre invité est juste derrière. De retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Et bien, c'est à cette deuxième partie-là que nous avons l'honneur de recevoir notre invité. Le général Tando Sama Adama est en notre compagnie. Il est le directeur général de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Bonsoir mon général. Bonsoir. Merci ce soir d'être en notre compagnie. Je disais, l'Office ivoirien des parcs et réserves a été créé en 2002. Tout à fait. Vous en assurez donc la direction générale depuis septembre 2011. Tout à fait. Est-ce qu'on peut présenter à nos téléspectateurs un tout petit peu cet office, ses missions, et puis dans la foulée, si vous voulez bien, pour en faire une question en deux, le bilan, déjà à mi-parcours, j'ai envie de dire. Okay. En tout cas, merci pour l'opportunité que vous me donnez pour parler du réseau des parcs nationaux et aussi de la structure qui gère ce réseau-là. Il faut dire que l'Office ivoirien des parcs et réserves est un établissement public à caractère particulier. Certains me posent cette question, pourquoi particulier? Parce que nous avons la comptabilité publique et la comptabilité publique. On gère des fonds privés et on gère des fonds publics. Et il faut dire que l'Office ivoirien des parcs et réserves a été créé en 2002. Et bien avant, il y a un diagnostic du secteur des parcs nationaux qui a été fait en 1995 et on a vu qu'il y avait quelques carences à relever, notamment le manque de participation des populations qui vivent à la périphérie de l'aire protégée. Et deuxième élément, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de moyens. Et c'était une direction centrale qui gérait les parcs nationaux en Côte d'Ivoire. Et donc, pour résoudre le problème, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un programme qu'on appelle le programme cadre de gestion des aires protégées, qui a abouti à l'adoption de la loi de 2002-102 du 11 février, portant création, financement et gestion des parcs nationaux. Et les deux éléments fondamentaux qui ont pu être mis en place, c'est la création de l'office, c'est-à-dire une structure en charge de la gestion des parcs nationaux. Et le deuxième élément, il y a un fonds qui a été créé, une fondation, pour pouvoir mettre des fonds à disposition de l'OIPR. Très bien. Donc l'OIPR gère le réseau des parcs nationaux. Je peux parler du réseau des parcs nationaux. Nous avons 8 parcs nationaux et 8 réserves naturelles. La superficie fait à peu près 2 millions. Vous avez dit combien de réserves? Il y a dit 8 réserves. 8 réserves, 8 parcs nationaux. En Côte d'Ivoire, c'est les 8 réserves et les 8 parcs nationaux. C'est ce que nous appelons les aires protégées. C'est quoi une réserve? C'est quoi un parc? Exactement, c'était la question. Ouais. On fait beaucoup de pédagogie ce soir. Hein. Oui. On va en profiter. Oui. Un parc national, une réserve, qu'est-ce que c'est? Comment ça se définit? Comment ça fonctionne? Il faut dire qu'un parc national, c'est une portion de terre, de mer, dont on connaît la superficie. Et pour un parc national... C'est bien de parler de mer, quand même. Une portion de mer, de terre, de lagunes, dont les limites sont bien connues. Et dans cet espace, il y a un certain nombre d'activités qu'on ne mène pas. On ne fait pas de l'agriculture à l'intérieur, on ne fait pas de chasse, on ne fait pas de pêche. Même le survol à une certaine altitude est interdit. À quel moment on devient parc et réserve? Il faut dire que les parcs nationaux sont classés et déclassés par loi. Okay. Alors que la réserve, c'est par décret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un parc, le ministre en charge du parc ne peut pas prendre un arrêté pour déclasser. Il
pour déclasser, il faut aller devant l'Assemblée nationale. C'est parce que les parcs nationaux ont un statut un peu plus fort. Et comment on peut classer et déclasser? On peut estimer aujourd'hui que la rivière Koudou, non, change de nom, la rivière voilà, Anneau, qui est dans le village de M. Bois, à un moment donné n'a plus de poissons. Donc on peut classer cette étendue d'eau, et puis à un moment donné, quand les poissons Tu veux arrivent... parler des critères, en fait? Oui, après on peut déclasser. Oui, Qu'est-ce en qui fait fait, en fait, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on évalue la richesse de l'espace. On ne classe pas parce que c'est devenu pauvre, non. C'est quand il y a des espèces rares à l'intérieur d'un espace, on classe l'espace. Quand vous prenez le parc national du Banco, par exemple, quand vous parcourez tout le district d'Abidjan, vous ne pouvez pas avoir une forêt de cette nature. Donc il y a un certain nombre d'espèces animales et végétales qui sont là. Et en ce moment, on prend les dispositions pour classer. C'est pour préserver pour les générations futures. C'est ce qu'il faut retenir. Un parc, c'est un espace qui est réservé. On bénéficie des bienfaits de cet espace et on les lègue aux générations futures. Vous voyez? À quel moment on le déclasse? Puisqu'on part... ouais. Non, À quel moment on peut le déclasser? Ah non, on peut le déclasser, mais en général, il n'est pas conseillé de déclasser un parc. Moi, Il n'est pas puisqu'on parle conseillé. des missions, j'aimerais savoir, est-ce que dans vos prérogatives, on a un peu ce volet valorisation? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de tourisme aujourd'hui. Tout à fait. Donc, est-ce que vous penchez sur cette question aussi? En fait, les parcs nationaux, la vocation d'un parc, c'est pour la récréation du public. Ça veut dire un parc national, c'est l'espace qu'on aménage pour que les gens viennent visiter. Donc, l'une des fonctions de gestion de l'OIP, c'est la valorisation de ces espaces-là. Donc, on fait des aménagements à l'intérieur, on fait des pistes, on fait des campements hôtels, et puis on fait des inventaires pour savoir exactement où sont localisés les animaux, de sorte que quand quelqu'un rentre dans l'intérieur de l'espace, on peut l'orienter. Parce qu'à l'intérieur de ces espaces, c'est les espèces rares qui y sont, notamment les espèces animales. Je signale que ce n'est pas un zoo. Les animaux vivent en pleine... milieu naturel. Exactement. Alors là, justement, dans la démarche, allez-y André, mais sinon je voulais dire que tout à l'heure on peut un tout petit peu parler, comment ça se fait? Tout à fait. Oui, sur vos missions, l'organisation, parlons quand même des difficultés. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que le parc existe est une très bonne chose. Tout le monde en est content, je suppose. Mais aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés qu'on a dans la gestion de nos parcs? Ouais, Pour il faut- ajouter juste à la question d'André, sachant que depuis plus de 60 ans, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 90% de son couvert forestier. Est-ce que vous ne vous sentez pas menacé? Mais on se sent menacé. Parce que vous savez, quand le front agricole avance, en général, dans les pays africains, on pense qu'il faut faire l'agriculture dans les forêts. Donc le front agricole fait frontière avec les parcs nationaux. C'est pour ça que nous prenons des dispositions pour faire face à ces éléments. Donc pour revenir à la question, c'est que dans les parcs nationaux, la principale difficulté, c'est le braconnage. Ah. Vous savez qu'aujourd'hui, l'essentiel de la biodiversité de Côte d'Ivoire se retrouve dans les parcs nationaux. Parce qu'il faut savoir que le territoire ivoirien est compartimenté en 3 parties. Il y a le domaine rural, où on réalise nos activités économiques, et puis il y a les forêts classées. Et puis le 3e compartiment, c'est les parcs nationaux. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, les parcs nationaux ont pour vocation d'être cédés aux générations futures. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas de prélèvement à l'intérieur. Alors que les forêts classées, la vocation, c'est la production de bois d'œuvre. Par exemple, cette table, sûrement que ces planches viennent d'une forêt classée. Alors qu'on ne peut pas prélever cela dans un parc national. Donc vous voyez que l'essentiel de la biodiversité se retrouve là-bas. Et comme vous le savez, j'ai l'habitude de le dire, le voleur ne va que dans la maison où il peut trouver quelque chose à voler. Et les animaux étant dans les parcs nationaux, certaines personnes développent des stratégies pour aller faire des prélèvements, alors que cela est interdit par la loi. Donc la première difficulté, c'est le braconnage. Deuxième difficulté, qui est un problème émergent, c'est le problème de paillage clandestin. Parce qu'il faut dire que de plus en plus, les gens ont des difficultés, ces octroyeurs clandestins ont des difficultés avec les populations. Donc bien souvent, ils pensent que les parcs nationaux qui appartiennent à l'État n'ont pas de maître. Parce qu'il faut savoir faire la différence entre domaine public et domaine privé. Les parcs nationaux font partie du domaine public. Or, quand c'est un domaine public, c'est pour nous tous. Donc, c'est pour nous tous, chacun pense qu'il peut aller faire ce qu'il veut. Donc du coup, il y a l'orpaillage. Mais comment est-ce que vous luttez contre l'orpaillage? Il faut dire qu'on a toute une stratégie qui est développée par l'OIP. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes quand même de cette stratégie? Oui. Nous avons 6 fonctions de gestion. La première fonction, c'est la surveillance. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup d'agents des eaux et forêts à l'OIP. Après, 90% du personnel, c'est des agents des eaux et forêts. Donc, nous développons une stratégie de surveillance avec des agents commando, avec des agents de surveillance pour aller à l'intérieur. C'est bien de préciser ça, des agents commando. Ils ont été formés donc justement parce que face à eux, ils ont en général des personnes qui sont armées. Mieux armées, oui. Tout à fait. Et il y a des fois où nous avons vu des braconniers qui possèdent des boussoles, qui possèdent des calaches.
Donc, ceux qui vont C'est plus les petits coupeurs d'arbres non, de ce n'est l'époque. plus ça. C'est plus des gens bien organisés. Ce n'est plus le braconnage domestique, hein, quelqu'un qui va C'est aller un abouti. prélever un abouti. Oui. Non, 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 ce n'est Un pas ça. pangolin, ouais. C'est véritablement des gens qui sont bien organisés, bien armés. Bien souvent, on a perdu des agents qui ont été fusillés par des braconniers. Wow. Donc ça, c'est toute une stratégie qui est développée. Pour ce qui concerne l'OIPS, ce que nous faisons, c'est qu'on a adopté notre stratégie, c'est que les commandos forestiers, chacun des commandos forestiers fait 15 jours de mission dans le mois. Ça permet de couvrir le parc, de s'assurer que personne n'y rentre. Et la deuxième fonction, c'est l'aménagement. Vous savez, quand le domaine n'est pas démarqué, quand quelqu'un de mauvaise foi, il vous dira, je ne savais pas que c'était les limites. Donc nous avons on fait les démarcations, c'est-à-dire on ouvre les limites, on met des panneaux pour indiquer que là, c'est le domaine public de l'État, là, on ne fait pas la chasse, là, on ne fait pas l'exploitation forestière. Et puis, troisième élément, c'est que, vous savez, ces espaces se trouvent dans le domaine rural, donc à proximité des populations. Donc nous développons des actions avec les populations, c'est-à-dire on leur apporte des appuis, notamment des actions de sensibilisation, pour leur expliquer le bien fondé de préserver ces espaces-là. Et leur dire à quoi sert un parc national. Parce qu'il faut prendre un exemple qui est très simple. La boucle du cacao, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, se trouvait dans la zone d'Abengourou, parce qu'il y a beaucoup de forêts là-bas. C'est ça. Par la suite, ça s'est déplacé pour venir vers le Bokanda d'Embokro. Mais aujourd'hui, la boucle du cacao se trouve au sud-ouest. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le parc national des Tailles qui est là-bas, 536 000 hectares d'un seul tenant. Est-ce que les populations sont réceptives à... Oui, c'est ça. aujourd'hui, quand vous prenez un certain nombre de parcs, parce que les parcs nationaux sont des créations, je peux dire récentes, à part le Banco, qui a été créé avant les indépendances. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand vous allez, les gens reconnaissent les limites des parcs nationaux. C'est une manière de dire que ces populations acceptent ces espaces-là. Mais comme vous le savez, mais il y a d'autres personnes qui viennent par ailleurs, qui pensent que ça n'appartient à personne, il faut y rentrer. Moi, je voulais parce que vous avez parlé d'espace rural, donc par contre le Banco est en milieu urbain. Tout à fait. Par contre, c'est une exception. Hein. Exactement. Dans le monde, il y en a deux, je parle en Côte d'Ivoire et puis au Brésil. Et première idée qu'on peut déconstruire, souvent on racontait dans une certaine génération que le parc du Banco, c'était un repère de bandits. Est-ce que ça pourrait être un peu très simple comme ça? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui suit le parc? Ou bien aujourd'hui, c'est vu comme un espace où on peut aller vivre tranquillement bien jusqu'au soir? Moi, je vais vous donner mon expérience. C'est Est-ce que possible la question d'André. Je ne suis jamais allé au parc du Banco parce qu'on m'a dit Pour les Abidjanais, que ouais. voilà, c'est un repère de bandits. Moi, j'ai dormi dans le parc du Banco. Merci. Alors, Je me suis moi- lavé dans la Est-ce que ça, Alors, on peut déconstruire moi, cette je vais idée? faire Merci. mieux. Je vais Oui. faire mieux. Je vais vous dire, je suis jamais allée parce que j'ai toujours eu cette réticence. Parce qu'il y a toujours eu des petites légendes assez mystiques autour du parc. Les du légendes Banco. urbaines. Ouais. On parle un peu des pygmées et tout ça, donc ce serait bien de démystifier ça. C'est pour ça que voilà le sens de la question. Je vais plus loin. Au niveau Ce du serait parc bien de national. démystifier ça. Non, il faut rassurer la population ivoirienne Moi, un et peu surtout la population abidjanaise. Parce que tu n'as pas spécialement Le parc envie d'aller national de du tomber Banco sur. est sécurisé. Ouais. C'est 3438 hectares. C'est énorme. C'est assez grand. Et il faut dire qu'il y a toute une stratégie qui est développée pour assurer la sécurité. Et puis, ce n'est pas un milieu fermé. Hein. Ceux qui passent l'autoroute, on l'impression que c'est fermé. C'est 80 des pistes cyclables en voiture à l'intérieur du parc national du Banco. On peut passer en voiture dans le On parc. peut passer en 80 voiture. km de pistes cyclables en Ah voiture. oui, puis cyclable, d'accord. Donc En on voit voiture. quelques images. Même en voiture. Même en Même en voiture. voiture. Donc, pour suivre cet espace, l'OIP dispose d'une équipe qui assure la surveillance presque 24 heures sur 24 heures. Récemment, un mur a été construit Oui, autour de... en fait, vous savez que Oui. c'est un parc urbain C'est ça. qui est contigu aux communes. Donc, pour éviter que les populations infiltrent, pour démarquer notre limite, notamment à côté Andokwa, à côté Abobo. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux où Oui, on en fait, décriait le c'est- fait que ce soit plutôt du ciment qui a été utilisé, pourquoi pas peut-être un grillage pour Géobéton, entourer, ouais, voilà. quelque chose Non, de en plus- fait, c'est... Puisqu'on parle d'écologie. Oui, mais ça dépendra de ce qu'on va faire du mur. Pour le moment, c'est du béton qu'on a mis. On va faire en sorte que ça s'adapte au mur. Parce qu'il faut savoir que dans cette zone de Andokwa et d'Abobo, c'est qu'on appelle des lotissements anarchiques. Et bien souvent, on laisse les gens s'installer et après on les déguerpit. Nous, pour éviter que quelqu'un vienne s'installer, on a décidé de mettre un mur. Ce n'est pas tout le C'est pas surtout périmètre. c'est pas Le les périmètre 3 fait 000. 24 km. Nous sommes à peu près à 12. Pareil, la partie de l'autoroute ne va pas être clôturée. Ouais. Parce que là, tout le monde sait que c'est tellement abrupt que personne ne cherchera à aller à l'intérieur du parc. aller Mais construire. par contre, la zone qui est contiguë à Andokwa Kouté, il faut faire la disposition pour éviter que les gens
grignote les limites. Alors, mon général, vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé du Banco, et je vous promets que dans ma tête et dans la tête de mon homme ivoirien, c'est vrai, non mais Edith m'a expliqué qu'elle Moi, j'ai dormi. elle a dormi, donc je me elle suis m'a habillée de rassuré. marigot. Voilà. Ok. Des marigots. Et aujourd'hui, vous m'avez rassuré qu'il y a une équipe J'ai de compris, sécurité en fait, c'est scout. qui patrouille. Mais alors, vous parliez tout à l'heure d'étendue d'eau. Oui. Parce que moi, en général, quand on est parc national, je n'avais jamais imaginé aux Oui, réserves effectivement. qu'on parlerait d'étendue d'eau. Quelles sont les étendues d'eau aujourd'hui qui sont classées réserve ou parc national? Non, quand vous prenez le parc national des Taillis, au-dessus, il y a la réserve d'une zoo. Mais le lac de Bio, il y a une partie du lac de Bio qui est à l'intérieur de la région d'une zoo. Ce n'est pas l'étendue seulement de l'eau, mais c'est une partie du parc. C'est ça. Et puis quand vous prenez le parc national de la Komoué, c'est un fleuve qui traverse de long en large le parc national de la Komoué. La partie qui traverse le parc de la Komoué fait partie du parc national de la Komoué. Donc là-bas, ce on que n'a pas vous le droit d'y expliquez, pêcher. Non. quand on parle d'eau, Oui. ça concerne donc les portions d'eau qui se retrouvent dans des C'est parcs ça. nationaux. Tout en à fait. Ok. Tout Ouais, à et fait. puis même D'accord. si, Tout à je fait. ne sais pas, vous nous direz, si on considère qu'il y a des espèces qu'on doit protéger, soit des mangroves ou des choses comme ça, Oui. à ce moment-là, on peut les classer. Tout à pour fait. pas que- Quand vous prenez le parc national des îles Otila à Diaké, C'est ça, c'est l'exemple. c'est des mangroves. Voilà. Au parc national d'Azagny, C'est l'exemple à que je Grand donne. Laou, Ouais. il y a des mangroves. Parce qu'il faut savoir que là-bas, il y a une destruction massive de mangroves parce que les gens utilisent ça pour le fumage du poisson. Mais il faut penser à la régénération. Donc, c'est fait que les îles Otilé, le parc national d'Azagny, il y a des spécimens qui sont protégés. Concernant le Mont Péco, c'est quoi? C'est une forêt classée, c'est ça? Non, c'est un parc national. C'est un parc national. Oui. Là-bas également, à un moment, il y avait Il y avait des problèmes. il y avait des avec- problèmes Tout à avec fait. des problèmes qui Il faut exploitaient. On en est qu'on où, explique justement un peu. Parce que quand il y a eu la crise en 2002, vous savez que la Côte d'Ivoire avait été coupée en deux. Et pour faire face aux belligérants, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie CNO, il y avait une zone de confiance qui avait été créée. Donc le parc national du Mont Péco s'est retrouvé dans la zone de confiance. Et donc, comme c'était dans la zone de confiance, c'était assuré, la surveillance était assurée par les forces françaises, mais leur priorité, ce n'était pas d'assurer la sécurité des forêts, c'était la sécurité des hommes. Donc les uns et les autres, on considère que c'était no man's land, Oui. sont venus s'installer. Mais il faut dire qu'à partir de 2011, nous avons commencé des séances de sensibilisation avec les organisations du système des Nations Unies. En juin 2016, tous ceux qui étaient à l'intérieur du Mont Péco sont sortis. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus personne à l'intérieur du Mont Péco, mais il y a quelques plantations que nous sommes en train de détruire parce que la réalité, la vocation d'un parc, ce n'est pas pour produire de l'EVA ou bien de produire du cacao. La vocation, c'est de créer un microclimat pour améliorer la pluviométrie dans cette zone-là. Je vous ai expliqué tout à l'heure quand il y a pris le cas des Taillis. 536 000 hectares de forêt, pluviométrie élevée, production importante, boucle du cacao là-bas. Mais la production empiète sur cet Non. objectif. Non. Ok. Parce que quand je prends L'exploitation. l'exploitation est à la périphérie. Mais quand il y a une bonne pluviométrie, vous savez, en Côte d'Ivoire, la population est essentiellement agricole. Donc quand il y a une bonne pluviométrie, ça améliore notre productivité. Donc la réalité, la vocation d'un parc, c'est pour créer des microclimats, pour favoriser notre agriculture. Et non de faire des plantations à l'intérieur des parcs nationaux. En tout cas, hein, de l'avis de nombreux internautes qui nous suivent et des téléspectateurs, ce soir, vous nous replongez dans cette nature, dans cette belle nature-là. On a l'occasion de voir quelques images. On va marquer, nous, une courte pause, histoire de s'arrêter un tout petit peu et puis revenir. Nous sommes de retour hein, sur le plateau du Live Talk hein, qui est aujourd'hui en plein dans la nature. Quelqu'un aurait dit, mon cher, nous sommes aujourd'hui dans la nature. Et notre invité ce soir est le général Tondo Soma Adamaï, il est directeur général de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Alors mon général, on a lu certaines réactions, on a eu le temps de lire certaines réactions d'internautes pendant notre pause. Et on dit, c'est vrai, il y a peut-être plus les bandits, on dit les bandits, on dit... Et a fait des génies. C'est le génie qui traverse. Donc, puisque Brice dit ça, il y a génie. Parce que vous avez dit que votre mission aussi, c'était de valoriser et puis de convaincre nos compatriotes. Est-ce que vous pensez que les Africains, globalement, que nous sommes, nous aimons la nature, ou bien si nous ne l'aimons pas suffisamment, ce n'est pas à cause de ces idées-là? Est-ce que nous on a peur de quelque chose dans la ça forêt, par au Là, fond? on a peut-être peur de déranger des Est-ce que tout ça, ça entités, change? Est-ce que de plus en plus, on aime aller dormir dans la forêt? Je pense Il y a qu'il pas ne de faut crainte. pas généraliser. C'est pour ça que je pose la Quand question. vous dites africain, quand vous allez en Afrique du Sud, Ouais. au Kenya, leur premier produit d'exportation, c'est le tourisme dans les parcs nationaux.
C'est comme vous allez tout près au Ghana, à Kakou National Park, ils reçoivent 1 million de visiteurs par an. J'ai envie de répondre. Ils n'ont pas les génies qu'on a ici. Non, c'était pour dire qu'il faut circonscrire à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de génie en fait. Une spécificité. Ah, il nous donne une information, il nous dit qu'il n'y a pas de Il génie. n'y a pas de génie, d'accord. Bon, On note hein, cette information. Vous nous avez dit qu'il n'y a pas de il n'y a génie. pas de génie, c'est les agents de l'OIPR qui sont là-bas. Voilà. Et les agents de l'OIPR ne traversent pas la route pour faire des accidents. Non, non, non. Peut-être qu'il y en Au avait un contraire, avec sa cape blanche. nous assurons la Donc il y a sécurité. un vrai besoin, à la limite, André vous disait, il y a un vrai besoin de sensibilisation. Tout à fait. Et surtout d'expliquer aux Ivoiriens Tout à que fait. ce C'est sont très des parcs culturel, en train hein, de c'est- faire. c'est ce qu'il est en train de faire avec toutes les En fait, actions qui sont menées. vous savez, les parcs nationaux, il faut s'assurer d'un certain nombre d'éléments avant de faire la communication. Bien sûr. Il faut s'assurer que l'espace est viable. Et puis, il faut mettre des infrastructures à l'intérieur. Parce qu'il y a certains qui vont au banco juste pour aller faire des parcours de santé. Mais pour que la personne revienne, il faut qu'il y ait une attraction à l'intérieur. Et c'est ce que Exactement, nous sommes en train de faire exact. maintenant, en mettant un certain nombre d'infrastructures, en mettant un certain nombre d'équipements, de sorte que quand vous allez, ce n'est pas seulement pour aller marcher. C'est pour que vous puissiez faire du pique-nique, c'est pour que vous ayez un restaurant pour vous C'est restaurer, ça. pour faire d'autres Et en usages parlant à l'intérieur. d'attractivité, allez-y. vous avez parlé de biodiversité, donc d'inciter les Ivoiriens à aller se promener dans ces parcs. Quelles sont les espèces rares, tant au niveau de la faune que de la flore, qu'on peut retrouver dans ce genre d'espace? Ben, Je finis cette question et puis j'en ai une autre, mon général. oui. Mais à la réalité, quand on dit la Côte d'Ivoire, tout le monde parle d'éléphants. Oui. Donc l'essentiel des éléphants, là, c'est dans les parcs nationaux qu'on retrouve. Quelle est la quantité actuelle? Bon, quand je prends le parc national de Taï, on a à peu près à 200. À Komo, on a à peu près à 140. C'est des estimations. Vous voyez déjà, en Côte d'Ivoire, pour toute la Côte d'Ivoire, pas des milliers d'éléphants, mais déjà les 2 parcs nationaux, on peut à peu près 500. Très bien. Ça veut dire que l'essentiel, les chimpanzés, vous voyez les chimpanzés qui cassent des noix, on dit les chimpanzés les plus intelligents, où on les retrouve, c'est dans les parcs nationaux. Je vous l'ai dit tout à D'autres l'heure. espèces, oui. Les chimpanzés, même les léopards. Les Voilà, léopards. Bien très sûr. bien. Alors, mon général, c'était Voilà, ça ma très bien. question. Alors, on dit, c'est pas un zoo. Alors, contrairement à un zoo où les animaux sont en captivité, tout à fait. alors on a un espace où les léopards se baladent. Non, Mais ce qui est pire, c'est que derrière, il nous invite à y aller. Voilà. C'est- Non, je Est-ce vous que invite moi, à je aller. vais rencontrer un jour un léopard pendant que j'entends le propriétaire? Non, il faut savoir que l'animal n'agresse que quand il a été agressé. Oui. C'est comme ça. Rien à Oh oui, ils sont voir. intelligents, Ou les bien animaux. ce qu'il a fait. Alors, en général, ça peut se dire qu'il ne faut pas les stresser. Donc c'est rare. Nous sommes au parc national de Taï, au parc national de la Komoué, au parc national Quelles sont de les la statistiques, Lani. justement? Ça fait près de d'agression 30 ans de- que ces espèces, jamais il n'y a eu d'agression d'animaux sur une personne. C'est pour ça que c'est important de dire que Jamais. les agents de Ah ouais. l'OIPR conduisent, organisent donc les Un Oui, circuit, en le général, circuit, quand oui, vous ok. partez, nous disposons Il de y a un guides. parcours. Il Voilà. y a un parcours, Ok. nous disposons de guides. L'objectif recherché, c'est que quand vous allez dans un parc national, parce que la plupart des personnes qui vont dans les parcs nationaux pour voir les espèces animales. C'est pour cela que nous développons une activité qu'on appelle le biomonitoring, le suivi écologique, pour savoir exactement où les animaux ont l'habitude d'aller. De sorte qu'on construit souvent des miradors où les gens peuvent s'asseoir pour attendre, surtout dans le point d'eau. Quand ils viennent pour s'abreuver, on peut les voir de Et visu. du coup, on a des circuits comme ça Tout à sécurisés fait. qui permettent. Quand vous allez à Azaï, il y a tout un circuit de visite. Quand vous allez à Taï, c'est un circuit de visite. Quand vous allez au parc national de la Komoué, il y a un circuit. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment faire la promotion de ces activités-là? Parce que parfois, on a envie de sortir un peu. Mais à qui on du s'adresse cadre quand on urbain. veut visiter ces Où- parcs? Où est-ce qu'on trouve Mais ces nous informations? on s'adresse à l'OIP, on a un site web, L'adresse? www.oipr.ci. Ok. Vous allez dessus, vous pouvez aller sur les parcs nationaux que j'ai cités tout à l'heure. À Taï, il y a un campement hôtel là-bas, vous pouvez visiter le parc national d'Azani qui est pas loin d'ici. Vous pouvez visiter le Banco qui est à Abidjan. Ouais, bien sûr. Et si vous allez au Banco, dès que vous arrivez à 7 h, il y a des guides qui sont aux entrées. Vous allez visiter, pour vous accompagner, pour vous expliquer le processus qui se passe à l'intérieur Très du bien Banco. de le Général, savoir. revenons, tout à l'heure, vous avez parlé de 2 millions d'hectares. Oui, 2 170 000 précisément. Est-ce que c'était la même superficie, je dis n'importe quoi, en 2002, il y a quelques années? Non. Ou bien les choses ont évolué, et Le- pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à peut-être moins ou plus, dites-moi? Oui, en fait, il y a une norme internationale qu'il faut atteindre pour dire qu'on est un pays de conservation. L'Union internationale de la conservation de la nature dit qu'il faut atteindre 11% du territoire ivoirien. Or, aujourd'hui, nous sommes à 6,5% du territoire ivoirien. D'accord. 6,5%. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du programme cadre de gestion des aires protégées, il y a un résultat qui dit qu'il faut faire en sorte qu'on puisse élargir
le réseau des aires protégées. Très bien. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Ça signifie quoi, justement? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez identifié Oui. des zones, des forêts vierges qui ne font pas partie des parcs? Oui. Ou bien vous pensez qu'ils vont avoir grossir ou grandir ceux qui sont... je sais pas, Non. un En peu fait, sans les ma parcs question. qui existent, on ne peut plus les agrandir parce Très que bien. les populations sont juste autour. aux Très bien. limites. En général, on recherche des forêts qui ne sont pas infiltrées, qui ne sont pas détruites, pour aller là. Et les forêts classées qui sont bien conservées. D'accord. L'exemple a été donné en 2019 et cette année. Vous avez vu la forêt classée de Mabi et la forêt classée de Yaya. Les deux forêts ont été fusionnées pour en faire une réserve naturelle de Mabi-Yaya. Et la semaine dernière, vous avez entendu la réserve de Bossé-Matier. C'était une forêt classée. Donc on a renforcé son statut. Donc ça fait qu'en ajoutant ces deux, et puis il y a le parc, la réserve d'Aïdien qui a été créée en 2020, ces trois éléments ont permis d'augmenter la superficie des aires protégées. Bon, Julien, oui. on parle tout à l'heure, je lis une question qui revient régulièrement, c'est la question des forêts sacrées. C'est quoi la place? Dans les forêts sacrées, en général, ça appartient aux populations. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, ça dit que les forêts sacrées, pour nous, ça va être dans le domaine rural. Quand vous allez dans un village, aujourd'hui, je crois que le ministère des Eaux est en train de travailler à la mise en place d'un mécanisme pour gérer ces forêts sacrées. En général, ces forêts sacrées ne sont pas de grande taille et les populations respectent, parce que c'est là-bas, il y a les légendes. Ouais. Vous Ouais, dites, les si vous génies. rentrez, le génie va vous faire telle chose. Donc, pour le moment, les forêts sacrées font partie du domaine rural. Et c'est justement, pardon, justement, puisqu'on est en train de finir, les enjeux aujourd'hui d'accord. pour vous, Oui. c'est de passer à ces 11%. Oui. C'est quoi d'autre? Il y a la COP 15 Mes aussi, collègues bientôt, parlaient oui. justement de tout ce qu'on fait avec les populations. Quels sont les enjeux pour vous aujourd'hui en termes de conservation? Bon, le premier enjeu, c'est ce que vous l'avez dit, c'est faire en sorte que ces espaces soient viables. Le deuxième enjeu, c'est qu'il faut les valoriser. Parce que la réalité, quand vous avez un parc dans une zone, les populations qui vivent à la périphérie s'attendent à des retombées économiques et financières. C'est ça. Il faut pouvoir créer des emplois pour ces personnes-là. C'est pour cela qu'on fait des aménagements. On crée des infrastructures touristiques. Et la gestion des infrastructures touristiques sont concédées aux populations qui vivent à la périphérie. Donc vous voyez, ça crée des emplois, nous on appelle ça des emplois verts, parce que ça ne détruit pas la nature. Et le troisième enjeu, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que ces espaces soient connus. En général, par exemple, le parc national du Banco, nous sommes à peu près 5 millions d'habitants à Abidjan. Ne serait-ce que le 10e visite le parc national du Banco, ça fait 500 000 personnes. Si chacun de nous paye 1000 francs, vous voyez le montant que ça peut mobiliser. Cela peut permettre à l'OIPR d'apporter des appuis aux populations qui vivent à la périphérie de cette aire protégée. Donc c'est pour dire que l'enjeu, il faut rendre l'ensemble de l'espace viable et les valoriser. Et concernant l'organisation de la COP 15, on sait que c'est pour bientôt en Côte d'Ivoire. Quel est l'apport de l'OIPR? Mais vous savez, la COP porte sur la désertification et qu'on appelle la sécheresse. Mais les parcs nationaux sont des outils pour contrer la désertification. Vous prenez par exemple le parc national de la Komoué, qui est au nord. C'est une barrière par les actions qu'on mène en mettant des feux précoces aujourd'hui. Ça empêche la désertification d'avancer. Donc, je peux dire que les parcs nationaux jouent le rôle de barrière à l'avancée du désert. Quand vous protégez un espace qui n'est pas dégradé, qui n'est pas détruit, vous faites face. Nous contribuons fortement à cette COP. Juste, c'est vrai, Brice, vous regardez votre chrono. Juste une question là-dessus sur le parc national du Banco. Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on a diffusé un document, nous, merci d'ailleurs de votre collaboration, et on parle de certaines usines, on parle de l'air que ça nous permet de purifier, mais on voit qu'il y a beaucoup des eaux d'usines. usées, même de la maca. On a parlé des eaux usées, mais moi je veux vraiment revenir sur les usines qui dégagent des choses, bon, ça aide. Mais est-ce que là, il peut y avoir un accord pour que ces usines-là aient, comme on parle de taxe carbone, ou Paye un malus, payent quand même quelque chose. Parce que la forêt du Banco, sans doute, aide énormément à ce qui ne nous pollue pas l'air. Donc est-ce qu'il y a une idée là à ce Oui, niveau? en fait, quand vous prenez la loi de 2002, toute entreprise qui s'installe à la périphérie du parc national doit faire une étude d'impact environnemental. Et vous savez, quand on se rend compte que cette usine ou bien cette entreprise produit de la pollution, en principe, doit payer au rétablissement de ce qu'il a gâté. Mais est-ce qu'elles sont citoyennes, ces entreprises-là? Pour le moment, il n'y a pas d'entreprise collée au parc national du Banco. C'est la zone industrielle qui n'est pas loin. Qui n'est pas loin. Mais à la réalité, il y a des études d'impact environnemental qui ont été réalisées en relation avec l'Agence internationale de l'environnement landais. On a recensé toutes les entreprises-là pour établir le contact, pour qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce que ces entreprises peuvent apporter à l'OIPR pour assurer la conservation
du parc national du Banco. Très bien. Une question. On dit tout ça c'est bien mon général, on aime bien, bravo, félicitations de la part de nos téléspectateurs, de nos internautes. Mais on dit il n'y a pas de réseau téléphonique quand on va à la forêt du Banco. Il n'y a pas de réseau. C'est connecté à la nature. C'est pour se C'est connecter à la Exactement. Je nature. crois que c'est ce que je viens de dire qui est important. faut se C'est-à-dire que quand connecter on là-dessus. va au parc national du Banco, c'est pour aller se ressourcer. Il y a un chercheur ivoirien qui disait, le professeur Akeyassi, si vous avez mal à la tête, ce n'est pas la peine de prendre des comprimés. Allez-y au parc national du Banco. Vous allez prendre de l'air pur. Ça vous permet d'être en bonne santé. Si vous allez encore que vous allez prendre des zones magnétiques, c'est pas bon. Très bien. Donc, nous avons décidé que quand vous allez au Banco, vous êtes coupé du stress d'Abidjan, vous vous ressourcez et puis quand vous ressortez, vous devenez un Ivoirien nouveau. Oh, en tout cas, c'est avec ces mots-là qu'on va refermer notre entretien. Ne vous perdez pas. Vous ne pouvez pas vous perdre. Donc, ça, si c'est votre téléphone pour appeler les gens, vous pouvez vous perdre. Mon général, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes le général Tondo Soma Adama. Vous êtes directeur général de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Vous avez bien voulu ce soir être en notre compagnie. Merci beaucoup, mon général. Merci à vous. Et puis, je vous promets que les prochaines images de moi que les uns et les autres auront sur Internet et sur les télévisions, sera moi dans la forêt du Banco. Merci. Voilà. On Tu nous invites pas Challenge. tous invités. Un Brice, tu nous invites On pas t'encourage. J'irai jamais seul, j'irai avec vous. Je dis bonjour aux léopards et aux éléphants. Merci beaucoup, mon général. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales et d'animation donc, qui m'accompagnent et se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous, on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau-là pour un autre numéro. Non. Ah, demain, c'est jeudi. Ah oui. Il a dit non. Alors, demain, c'est André On va Bois donner que vous sur le retrouvez plateau. pour Face à la Côte d'Ivoire. Voilà, et On recevra le Avec Alain, bâtonnier tout ça. oui. de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Ouais, on Maître avait reçu Claude l'ancien et là, c'est le Ça, c'est bâtonnier actuel. le bâtonnier actuel. Très bien. On va parler de droit, etc. André Bois et Alain Toussaint. Et Alain tout Toussaint. ça. Demain à partir de 20h15. Nous, c'est lundi qu'on vous retrouvera pour un autre numéro du Talk. Et celui-là sera consacré, on l'a dit cette semaine, à la FIF, à la Casa de la FIF. La Casa de Fif. Il y aura un professeur. Dieu vous garde et à demain. Merci.